l'école islamique en Europe, c'est l'étendard des frères musulmans, évidemment. Parce qu'ils veulent commencer par le cocktail, mais ils veulent aller jusqu'au dessert. Et le dessert, c'est quoi? C'est moitié de droit pour les femmes, c'est les femmes à la maison, c'est les femmes enfermées, c'est les femmes sous le juge d'un khayyem, d'un responsable. En Iran, plusieurs sports dont la boxe sont interdits aux femmes. Il y a exactement le 13 avril 2019, j'ai organisé le combat de la première iranienne, Salah Fradem, à Royan. Ouais. Donc moi, j'ai eu un mandat d'arrêt. Ça veut dire juste parce que j'ai autorisé une femme à vivre son rêve parce qu'elle était en maillot débardeur. On m'arrête à l'aéroport parce que, laissez-moi dire cette phrase, ça je sais que vous le savez au plus profond, dans cette religion, dans cette idéologie, dans cette culture, le corps de la femme est un enjeu politique. Alors, ce que j'avais surtout aussi envie de dire, c'est que donc moi, je viens de Bruxelles. Je suis née à Bruxelles et je suis de troisième génération, issue de famille musulmane d'origine marocaine. J'ai 48 ans, enfin, je les aurai demain. Et pendant ces 48 ans, j'ai vu l'islamisme monter à Bruxelles. J'ai vu ce fondamentalisme. Et à travers ce fondamentalisme, ce que j'ai pu constater, c'est la haine qu'on nourrit au sein de nos familles, la haine qu'on nourrit au sein de la communauté contre les juifs et contre les autres, tous ceux, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas musulmans. Alors, moi, déjà enfant jusqu'à l'âge adulte, ça m'a posé énormément de problèmes et de questions parce que je ne pouvais pas admettre ni concevoir cette violence et parce que aussi, je connaissais aussi la condition évidemment de la femme, puisqu'il y a deux sujets qui revenaient très souvent dans les mosquées à Bruxelles ou ailleurs. C'est la question des juifs et les conditions des femmes musulmanes quand on est une bonne musulmane et quand on ne l'est pas surtout, où est-ce qu'on va finir? Ben, en enfer, et on nous décrit l'enfer. Donc j'ai très vite réalisé que ma place au sein d'une famille musulmane n'était pas la plus confortable pour moi si je voulais vivre en liberté. Et donc j'ai grandi avec cette idée-là. Et des années plus tard, donc je me suis retrouvée à être travailleuse sociale. Je vous passe les étapes parce qu'en 10 minutes, c'est très court. Mais là où je voulais surtout en finir, c'est que j'étais travailleuse sociale et j'ai découvert aussi ce que je connaissais malheureusement déjà, mais ça m'a été confirmé, c'est vraiment la violence intrafamiliale au sein des familles musulmanes. Cette violence même qui sont perpétrées par la famille, qui est perpétrée par les enseignants dans les madrasas, dans les écoles coraniques, sur les enfants de confession musulmane, et qui finissent par me faire prendre conscience que finalement, toute cette violence qu'on voit maintenant se déployer un peu partout, c'est aussi pour eux une manière d'exprimer ce qu'ils ne peuvent pas exprimer au sein même de leur famille. C'est-à-dire qu'en réalité, cette violence que beaucoup de sociologues ou d'anthropologues, quand ils disent, vous savez, si des gens passent à l'acte et s'ils deviennent djihadistes, c'est parce que les sociétés ont été discriminantes avec eux ou parce qu'ils sont socialement et économiquement défavorisés. En réalité, c'est surtout parce qu'il y a une violence intrafamiliale, il y a une grande violence et souffrance au sein des familles de la communauté musulmane, qu'on ne peut pas les exprimer et que la seule chose qu'on nous autorise dans ces familles et dans les mosquées, c'est d'être violent à l'égard des autres, que ce soit juifs, mécréants, chrétiens, etc. Et donc, il est très facile, du coup, de passer à l'acte, et on devient même des héros quand on passe à l'acte contre ces ennemis qui ont été désignés. J'ai aussi fait, après le travail social, j'ai voulu comprendre tous ces phénomènes et donc j'ai entrepris des études en anthropologie. Donc j'ai infiltré les sœurs musulmanes et les salafistes à Bruxelles, tout ce milieu-là. Au début, je devais faire un travail de 6 mois, ça a duré 3 ans. Parce que j'ai compris en fait qu'il se passait quelque chose vraiment de très extrêmement important auprès des femmes. C'est que j'ai compris que les femmes, c'était vraiment les soldats d'Allah, c'était elles qui transmettaient pour les enfants, auprès des enfants, elles étaient chargées d'éduquer les enfants sur les voies de l'islam. Alors la plupart de ces femmes qui venaient dans ces mosquées pour étudier l'islam, puisque c'était suite au départ de ces jeunes qui partaient en Irak et en Syrie, on a entendu dans la presse belge que finalement, si ces jeunes partaient, ce n'était pas à cause des mosquées ou de tous ces enseignements dans les mosquées, mais que c'était à cause surtout de quelques individus radicalisés dans les quartiers qui venaient recruter. Et donc, beaucoup de femmes musulmanes ont couru vers les mosquées. Et quand je leur ai posé la question, pourquoi est-ce que vous êtes là? Elles m'ont dit, c'est parce que je ne veux pas que mon fils ou ma fille parte en Syrie et en Irak, donc je dois apprendre le véritable islam pour empêcher que mes enfants soient endoctrinés. Et au bout de 6 mois,
et en réalité même très vite, je me suis rendu compte qu'elles-mêmes étaient endoctrinées et qu'elles ont commencé à accepter des propos qui étaient tenus par ces femmes qui leur enseignaient que les prochains à exterminer, c'était les PD et les juifs. Et avec un sourire, avec un timbre de voix, mais tellement simple, c'est autre chose que Youssef El-Kardaoui, où là on voit qu'il y a une haine, etc. Ici, en Europe, on a surtout des individus, des élites musulmans euh, qui font passer leurs idées d'une manière tellement gentille, avec le sourire, que finalement, peut-être tout le monde en est déconcerté et finit par l'accepter, même les Occidentaux, même les Français ou les Belges de souche. Et donc, c'est à ça qu'il faut faire très attention. Aussi, quand vous avez des anesthésistes, je fais très, très rapide, hein, donc j'espère que je vais être très claire. Mais il y a beaucoup d'anesthésistes, vous savez, quand vous avez ces groupes interreligieux pour le vivre ensemble. Alors il y a quelques jours, il y a certaines personnes qui m'ont dit, c'est bien ces échanges qu'on fait avec les musulmans, les juifs et les chrétiens, ça permet d'apprendre à nous connaître. Et moi, je leur dis, mais vous savez, ils vous connaissent mieux que vous connaissez. Donc détrompez-vous quand vous pensez que vous allez leur apprendre quoi que ce soit. Ils savent qui vous êtes, ils savent comment vous manipuler. Eux, ce qu'ils veulent surtout, c'est de vous travailler de l'intérieur, c'est de vous anesthésier. Donc, quand ils vous parlent de vivre ensemble, quand ils vous invitent le soir, voilà, un repas, la rupture du jeûne, par exemple, c'est juste un cadeau empoisonné. En réalité, c'est pas de la gentillesse. Ils doivent le faire pour la dawa, pour le prosélytisme, et aussi parce que pour faire avancer leur pensée et pour vous faire accepter d'autres leur idéologie et que vous puissiez les laisser avancer dans ce que Florence Bergeau-Blaclair expliquait, c'est-à-dire leur projet, leur but final, c'est le califat mondial. Il faut savoir que nous sommes élevés depuis petit à ça, c'est-à-dire un jour, le monde deviendra musulman. Et pour ça, ben, il va falloir faire la dawa, il va falloir avancer, il va falloir essayer d'attirer les autres, de faire aimer l'islam, etc. Donc, dites-vous une chose, et je pense que c'est ça qui est important aussi à comprendre, c'est que ce qui se passe là aujourd'hui en Israël concerne le monde entier. Ça ne concerne pas qu'Israël. Comme vous l'aviez d'ailleurs souligné là tout à l'heure, l'ont souligné les intervenants, c'est pas un conflit israélo-palestinien. En réalité, c'est les musulmans contre les juifs, contre le reste du monde, contre les occidentaux. Et il ne faut pas oublier ça, parce qu'ils n'oublieront jamais leur objectif. C'est ce à quoi ils veulent arriver, c'est cette finalité-là. Et on peut arriver qu'en faisant ce travail ensemble. Israël a un dôme, ce dôme, c'est aussi le nôtre en Occident. Donc à nous aussi, en Europe, d'être le dôme d'Israël. Parce qu'eux, ils l'ont compris. Ils sont à Bruxelles. Ils ont compris qu'à Bruxelles, il y a les institutions européennes, il y a l'OTAN, et ils travaillent l'Union européenne contre Israël. Donc, je dis très souvent aux Juifs du reste du monde, ne fouillez pas les pays dans lesquels vous êtes, ça ne sert à rien d'aller courir vers Israël parce que finalement, vous allez laisser la place aux autres. Et c'est là qu'ils vont attaquer. Juste pour une dernière chose, à Bruxelles, il y a 340 demandes d'asile de Gazaouis tous les mois. Parmi ces 340, il y a des demandeurs d'asile qui ont été déjà acceptés dans d'autres pays européens. Donc, quand ils viennent à Bruxelles, c'est pour avoir un impact sur les institutions européennes, parce que les décisions se prennent aussi, il y a une influence. Et c'est comme ça qu'on peut retrouver finalement des politiques qui sont contre Israël. Alors qu'en réalité, dans la population civile, il y a de nombreuses personnes qui vous soutiennent. Et moi, je voulais absolument venir vous le dire. Et on doit absolument se battre tous ensemble, main dans la main. Nous devons faire front contre cette idéologie parce que eux font front dans le monde entier. La Oumma islamique fait front contre les Juifs, contre les mécréants, contre l'Occident. Et juste pour terminer, j'aimerais qu'on puisse tous ensemble se lever et chanter la Tikva pour Israël, pour les victimes du 7 octobre, pour les otages, et on espère évidemment que les otages puissent rentrer très rapidement.
depuis Bruxelles. Vous êtes aussi la cofondatrice du Café laïque Paris-Bruxelles. Alors mercredi, le député La France Insoumise Antifa, triple fichier S, Raphaël Arnaud, a organisé à l'Assemblée nationale une table ronde contre l'islamophobie. Parmi les invités, des membres du collectif contre l'islamophobie en Europe, mais aussi le syndicat des étudiants musulmans de France, l'EMF. Alors ces deux organisations sont réputées proches des frères musulmans. Et alors dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on entend pendant cette table ronde une militante des étudiants musulmans de France se plaindre que les étudiants ne disposent pas de salles pour prier dans les universités. Fadila Maroufi, qu'est-ce que vous comprenez de ces événements ? Alors il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il faut rappeler quand même que le ministre de l'Intérieur à l'époque, en 2020, Gérald Darmanin, avait demandé la dissolution donc du CCIF, donc l'actuel CCIE qui a été invité par Raphaël Arnaud. Et le CCIE, pardon, Fadila Maroufi, c'est la vitrine reconstituée à Bruxelles de l'ex-CCIF dissous il y a 5 ans. Hein. Exactement, qui est venu s'installer donc à Bruxelles sous une nouvelle appellation, mais qui a néanmoins continué en fait ses activités, donc attaquer la France depuis Bruxelles. En fait, en réalité, il n'a jamais quitté la France puisque ses activités ont continué. Ici, quelque part, en fait, ce que Raphaël Arnaud a fait, ce que ce député a fait, c'est légitimer en fait le CCIE en lui permettant de revenir dans une assemblée. Et donc l'idée qui est renvoyée est double. C'est-à-dire la première, c'est de dire nous sommes légitimes puisque nous avons un parti politique qui nous légitimise et qui nous invite et qui puisait dans une assemblée nationale qui est une institution reconnue de l'État. Donc c'est un pied de nez, si vous voulez, par rapport à la décision du ministre, de l'ex-ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, et en même temps c'est aussi renvoyer à l'extérieur à la population musulmane de dire nous sommes légitimes, donc vous voyez nous sommes là pour vous défendre et nous revenons, nous reprenons la place. Oui, alors ce CCIE, justement, donc ex-CCIF, il opère aussi donc depuis Bruxelles, il agit aussi au niveau des instances de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est que cette organisation ? Quelles sont ses méthodes ? Et est-ce qu'aujourd'hui on a la preuve de sa proximité, son rattachement aux frères musulmans, Fadila Maroufi ? Alors, on sait que historiquement, il est rattaché aux frères musulmans, mais aussi, on sait aussi que les frères musulmans, comme ils sont très mal vus, ils changent constamment leur apparence, donc ils modifient leur façon de fonctionner, et on les voit s'allier avec des institutions qui, eux, peuvent paraître très bien, puisqu'ils défendent la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, etc. Enfin, ça, c'est plutôt, pardonnez-moi, c'est plutôt la couverture, si je puis dire, la lutte contre l'islamophobie. Exactement. Le vrai projet du frérisme, c'est, comme dit Florence Bergeau-Blackler, votre consoeur, c'est de rendre la société charia compatible. Et là, on a un exemple flagrant avec cette plainte selon laquelle les étudiants français ne pourraient pas prier dans les universités. Tout à fait, et c'est de finalement avoir une visibilité, c'est leur permettre et leur donner une visibilité pour s'imposer. Et d'ailleurs, ils commencent déjà à s'imposer depuis quelque temps, puisqu'on voit que des chercheurs ne peuvent plus tenir de conférences dans les universités. On voit certains professeurs, on demande le renvoi de certains professeurs. Donc finalement, tout ce qui peut aller à l'encontre de leur projet, on voit qu'ils passent à l'offensif, à l'offensif avec ces étudiants qui sont elles visibles, puisqu'on sait qu'aussi le voile c'est une manière aussi d'amener une visibilité, c'est une norme islamique pour l'imposer, et ce qui peut freiner en fait toute personne qui viendrait remettre en question leur légitimité et leur avancée dans ce projet, puisque eux ils ne voient qu'une chose, ils voient leur projet, leur but final, mais ils mettent en place toute une méthodologie, et l'une des méthodologies évidemment c'est d'être présent, c'est de faire des revendications, et c'est en même temps ne pas permettre à des intellectuels d'effacer les intellectuels qui les remettraient en question, qui les étudient. C'est une forme de djihad défensif, dit, alors je recite à nouveau Florence Bergeau-Blackler, dans le sens où évidemment on ne va pas prendre les armes, mais voilà, il y a cette idée quand même qu'on peut grignoter des positions dans la société, on peut islamiser cette société petit bout par petit bout, secteur par secteur, et donc là on a cet exemple des universités, mais on le voit sur d'autres points, par exemple la défense du port du voile, notamment dans le sport. Il y a un sujet actuellement en France sur ce point-là.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans tous les gouvernements où vous avez un gouvernement islamique, la première chose qui est imposée par les islamistes, c'est le port du voile, c'est ce qui est visible et c'est ce qui permet de montrer qu'ils sont finalement aussi nombreux et c'est ce qui permet aussi de bien séparer le rôle de chacun, des femmes, des hommes, et donc finalement comme vous le dites, à rendre l'espace charia compatible, accepter, nous faire habituer finalement à la vue de toutes ces normes. Et donc finalement, en fait, ce qu'il faudrait, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs même au niveau politique, on voit bien qu'au niveau politique, on le voit notamment à Bruxelles, c'est que tous ces partis qui ont accepté, qui ont pensé contrôler ces agents, si je peux parler comme de cette manière-là, se font de plus en plus remplacer finalement par des personnes qui sont fréristes, ou même nous pouvons voir à côté de ça aussi un parti islamique émerger, comme ça c'est le cas en Belgique. Mais pour eux, l'essentiel, c'est pas de mettre en place un parti islamique, c'est vraiment d'abord gangréner tous les différents partis politiques et imposer les normes pour être le plus visible possible et pour atteindre leur objectif, c'est-à-dire avoir un État islamique. Et finalement, on le voit très bien, et on voit que de plus en plus les gens, la pire des choses qui puissent arriver, c'est qu'on abandonne finalement tous les terrains à cette idéologie. Et donc, il doit y avoir vraiment un vrai sursaut. Et là où j'aimerais vraiment attirer l'attention, c'est que il faut protéger les sanctuaires. Et pour moi, les premiers sanctuaires, c'est l'université, puisque les frères musulmans s'attaquent d'abord à l'éducation, à cette jeunesse, et ensuite aussi au niveau politique, puisqu'on voit qu'au niveau politique, ils prennent de plus en plus de place, et que le vote des musulmans est très très important. Et alors là, on voit que ceux qui ouvrent la porte à cette parole-là à l'Assemblée nationale, on est au cœur du système politique français, ça n'est pas rien, c'est la France insoumise, c'est Raphaël Arnaud, ce député qu'on connaissait Antifa, et que l'on découvre comme un membre actif de ce pôle qu'on pourrait qualifier d'islamophile de la France insoumise, avec des gens comme Ercilia Soudet, David Guiraud, Louis Boyard. Que LFI se fasse porte-parole de ces gens-là, ou en tout cas leur donne un micro. Est-ce que ça vous surprend, vous, Fadila Maroufi ? Non, pas trop, parce que, comme vous le rappelez, Raphaël Arnaud, c'est quand même un antifa. Les antifascistes cherchent d'abord le chaos. Et là où il y a le chaos, les frères sont présents parce qu'ils savent que eux, ils peuvent ramener de l'ordre. Finalement, quelque part, en fait, ici, nous avons des idiots utiles à l'islamisme, et ils pensent être plus malins, finalement, que les personnes qu'ils ont engagées, qu'ils ont fait rentrer au sein du système du LFI. Mais ils vont se rendre très rapidement. Je pense que ça doit probablement commencer à être le cas, puisqu'il y a des députés qui commencent à prendre conscience du danger. C'est qu'à un moment donné, ils finiront soit par être à l'extérieur, soit par se soumettre, comme le disait Michel Houellebecq dans Soumission. Voilà, qui instrumentalise qui entre LFI et les islamistes, évidemment, c'est vraiment le débat. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous en parler ce matin, Fadila Maroufi. L'anthropologue Florence Bergeau-Blaclair. Bonjour Florence Bergeau-Blaclair. Bonjour monsieur. Bonjour Florence, vous êtes la présidente du CERIF, Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme. Alors le frérisme, je rappelle, c'est le mouvement islamiste issu de l'internationalisation des frères musulmans. Vous en êtes la grande spécialiste en France. Vous êtes couché un petit peu tard hier soir, car vous étiez sur la scène du Dôme de Paris pour un meeting au titre sans détour, pour la République, la France contre l'islamisme, pour marquer donc à la fois les 120 ans de la loi de 1905 sur la laïcité et les 10 ans des attentats islamistes de Paris. Alors sur scène, il y avait présent Bruno Retailleau, on l'a entendu dans le journal de 7 heures, sur Europe 1, Manuel Valls ou encore Jean-Michel Blanquer, l'avocat Thibault de Montbrial. C'était une déclaration de guerre collective à l'islamisme, Florence Bergeau-Blaclair, ce meeting ? Je le crois en tout cas de mémoire. Je ne pense pas avoir connu, ça fait quand même 30 ans que je travaille sur le sujet, un tel événement qui rassemblait aussi bien à gauche qu'à droite. C'était d'ailleurs la présence effectivement de Bruno Retailleau, de Manuel Valls, Jean-Michel Blanquer, du même côté de la force, si je puis dire, le démontrer. Donc les propos étaient très clairs, et pour moi il y avait deux choses aussi deux tabous en fait qui sont levés, c'est-à-dire l'idée que la lutte contre
contre l'islamisme ne doit pas être laissée à un seul parti. Bon, évidemment, on pense plutôt à l'extrême droite, donc c'est vraiment la gauche et la droite derrière ce combat. Et puis, il y a un autre tabou aussi qui est levé, qui consiste à dire, bon, la lutte contre l'islamisme, ce n'est évidemment pas la lutte contre l'islam, mais il va falloir faire avec les musulmans. C'est-à-dire que l'idée qu'il y aurait une toute petite minorité d'islamistes par rapport à un islam globalement tranquille est en train d'être remise en question, non pas parce que les musulmans ne seraient pas tranquilles, mais parce que les responsables musulmans n'étaient pas là et se trouvent finalement un petit peu interrogés sur leur attitude, et en particulier, bien sûr, depuis le 7 octobre. Vous êtes souvent venu nous en parler sur Europe 1, Florence Bergeaud-Blaclair. L'islamisme à entendre donc comme un projet politique visant à transformer la société, pour la rendre, comme vous dites, charia compatible. Est-ce que vous avez l'impression, Florence Bergeaud-Blaclair, de prêcher un petit peu dans le désert, que on a beau en parler, finalement, il y a une espèce d'avancée, d'un rouleau compresseur islamiste qui gagne des points jour après jour? On a l'exemple, par exemple, du débat sur le voile dans le sport ces derniers jours. C'est vrai qu'on a l'impression d'avancer un petit peu à marche très lente par rapport à un phénomène qui s'accélère. Moi, je le constate. En même temps, c'est déjà mieux que rien de pouvoir dire, par exemple, comme l'a fait Bruno Retailleau, que c'est une menace existentielle pour le pays. Ça, c'est quand même tout à fait nouveau, et de pas en faire une chose politicienne. Donc, évidemment, le débat d'hier soir était très politique, mais il n'était pas politicien. Il n'y a pas de consensus sur le diagnostic, Florence Bergeaud-Blaclair. On va vous dire, vous êtes islamophobe, vous voyez des menaces alors qu'elles sont ailleurs. Les problèmes sont plus socio-économiques, c'est la pauvreté dans les quartiers, etc., etc. Voilà, alors il reste bien sûr une partie du monde politique qui pense comme ça, et à LFI qui a beaucoup protesté contre l'événement, mais on voit que les choses avancent. Maintenant, c'est pas du tout suffisant. C'est-à-dire qu'on manque de pédagogie. Il va falloir maintenant expliquer ce qu'est précisément le frérisme aux Français, parce que moi personnellement, je ne crois pas aux capacités des politiques de pouvoir faire par une loi, par exemple interdire les frères musulmans, à résoudre le problème. Donc il va falloir réarmer intellectuellement les Français avant et très rapidement, avant qu'on soit obligé de les réarmer physiquement, parce que on l'a vu dans les sondages, les Français sont inquiets. Justement, j'aimerais bien avoir votre point de vue, parce que c'est Marcel Gauchet qui disait il y a une explication au fait qu'on ne comprend plus rien trop aux faits religieux, c'est qu'avec la déchristianisation, on est un peu devenu des analphabètes religieux, ça c'est son expression. Mais il y a aussi, on voit une vraie bascule générationnelle. Vous avez sûrement vu passer ce sondage il y a 2 jours pour le CRIF, qui montre que chez les 18-24 ans, par exemple, 70% de cette classe d'âge est plutôt favorable au port du voile dans l'entreprise. Ils sont témoins de demandes alimentaires spécifiques. Je veux du halal à la cantine, je veux des temps de prière, etc. Et ça ne les choque pas, ça ne les choque plus, Florence Bergeaud-Blaclair. Non, parce que c'est normal. Je dirais que le résultat de ce sondage reflète effectivement une réalité d'une rupture générationnelle, des jeunes qui n'ont pas du tout pris conscience du danger de l'islamisme, tout simplement parce qu'ils sont nés en fait avec un islam au visage islamiste, avec du halal partout, des voiles qui se multiplient. Pour eux, c'est ça l'islam. Et en fait, c'est là qu'est le manque de pédagogie, d'enseignement, de formation. C'est que on ne leur a pas expliqué ce que nous avons vu les plus de 50 ans, c'est-à-dire une transformation du paysage religieux islamique qui était, moi je me souviens quand j'ai commencé à travailler sur le sujet dans les années 90, le halal était relativement minoritaire, la question du voile, on pensait en fait qu'elle allait se résoudre parce qu'elle était plutôt dans une tendance de résorption, et en fait cette jeune génération n'a connu que l'islamisme comme visage de l'islam. Et ça, c'est vraiment c'est de notre faute. C'est-à-dire qu'on n'a pas su enseigner, on n'a pas su ouvrir les universités à des problématiques plus critiques de l'islamisme. On a laissé en fait des militants apologétiques de l'islam et de l'islamisme en particulier infiltrer nos universités, le discours multiculturaliste et le wokisme aujourd'hui aidant. Et les clubs de sport, comme on l'a vu ces derniers jours. Merci Florence Bergeaud-Blaclair. L'actualité est dense cette semaine comme chaque semaine, mais j'ai l'impression qu'il y a des sujets qui peuvent être des points de bascule. Et on va parler de la justice, Philippe de Villiers, pour commencer cette émission. Elle a été marquée par une actualité judiciaire très riche cette semaine qui a concerné plusieurs responsables politiques, dont Nicolas Sarkozy dans l'affaire libyenne. 7 ans de prison requis à son encontre. La semaine prochaine, d'ailleurs, on connaîtra
dans une autre affaire, celle des assistants parlementaires du RN, la décision et l'avenir politique de Marine Le Pen. Et je vous propose que l'on écoute l'avocat de Nicolas Sarkozy, l'un des avocats, Maître Ingrain, qui était l'invité de CNews il y a quelques instants. Ce qui est évident, c'est qu'il y a une véritable détestation, une vraie détestation qui se sent dans le vocabulaire, qui se sent dans le ton, dans la volonté, dans les petites blagues à l'audience, dans les bons mots pour faire rire la salle au détriment de Nicolas Sarkozy. On en a eu plusieurs. Autant de choses qui normalement n'ont pas leur place dans une salle d'audience. On joue pas, on n'est pas au théâtre, c'est pas un show, et c'est pourtant ce qu'on a eu. C'est vraiment la volonté de l'humilier. C'est très fort, et les raisons, malheureusement, je les connais pas. Ce qui s'est passé et l'objectif et la façon dont ça s'est déroulé, ça j'en suis témoin. C'est vraiment pour l'humilier. Geoffroy Lejeune. Philippe, pour vous, la justice, c'est très important. Quand vous étiez en politique, vous avez même été un peu parfois un lanceur d'alerte sur des affaires judiciaires. Mais quel regard vous portez aujourd'hui sur l'état de notre justice ? Merci de me poser cette question, Geoffroy. On a eu en quelques jours, là, et on va avoir lundi, des décisions judiciaires qui ont une portée symbolique inouïe et qui sont de l'ordre du tremblement de terre par rapport à l'idée même de souveraineté du peuple, puisque les juges jugent au nom du peuple. La première décision judiciaire concerne Éric Zemmour. Il était chez Apolline de Malherbe et il a parlé de Crépol. Et il a dit, c'est une expédition punitive avec des couteaux, une délinquance de conquête territoriale, et il a dit, et c'était un acte de racisme anti-blanc. Une fois qu'il a dit ça, un certain David Guiraud est allé déposer une plainte auprès du parquet, qui a évidemment accueilli la plainte. Le parquet, c'est quand même le garde des Sceaux. C'est qui le garde des Sceaux ? Et qu'a donné suite. Il a eu un procès et il est condamné à 9 000 € ou la prison. Qu'est-ce que ça veut dire ? Première leçon, première décision, première leçon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la parole publique en France est porteuse de danger. Vous pouvez, quand vous avez une parole publique sur le forum, revêtir le statut du délinquant. La parole publique, si elle se heurte au narratif officiel, le fameux narratif officiel sur Crépol et sur le reste, si elle contredit le narratif officiel, elle peut maintenant vous conduire en prison. C'est ça la leçon de la décision concernant Éric Zemmour. En d'autres termes, il n'y a plus de débat possible. Tout le monde a peur, quoi. Et d'ailleurs, moi-même, c'est un miracle. Je ne sais pas ce qui se passe. Toucher du bois. Oui. Mais pour l'instant, tout va bien. Je dis aux juges, messieurs, madame les juges, vous n'êtes pas obligés le vendredi soir, quand vous prenez à l'apéro, d'écouter Elliott Deval et Geoffroy. Ah non, c'est vous qu'on écoute. Nous, on est tranquille. C'est vous qu'on écoute. Oui. Bon. Donc, c'est la tôle. Bon. Voilà. Deuxièmement, Nicolas Sarkozy. Je parlais de ça à l'instant avec Georges Fenech, qui a été magistral, on le soulignait tous les deux tout à l'heure, tous les trois, hier. Aérien, cristallin, un grand magistrat. J'ai connu Georges Fenech magistrat, tout le monde disait il a une manière de porter la toge. Et il me disait la chose suivante. Premièrement, il y a un principe pour la justice, le doute profite à l'accusé. Alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est dans le doute. Et deuxièmement, ce n'est pas à l'accusé d'apporter la preuve de l'innocence,
c'est à celui qui accuse d'apporter la preuve de l'accusation. La charge de la preuve, c'est à l'accusateur, donc au procureur, donc à la justice. Or là, on est dans une situation où il n'y a pas de preuve et on n'accorde pas le doute à l'accusé. C'est inouï. Ça veut dire qu'en fait, on a changé de système judiciaire. On n'est plus dans un système judiciaire avec la balance, le bandeau, l'équilibre, Thémis. C'est fini. C'est une justice idéologique. Parce que quand vous avez un procureur qui dit à un ancien président de la République qu'il a une ambition dévorante, qu'est-ce que ça a à voir avec le sujet ? Donc moi, je suis outré, inquiet de voir cette décision. Parce que ça veut dire, pour tous les hommes publics, faites autre chose, les mecs. Si vous ne voulez pas terminer en lambeaux. Et perdre même l'autorité sur votre famille, parce qu'il est condamné à perdre ses droits civiques, etc. Et familiaux. Troisième décision à venir, donc elle concerne Marine Le Pen. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de savoir si la peine d'inéligibilité va être accompagnée d'une exécution provisoire. En d'autres termes, pour ceux qui ne connaissent pas bien le droit, ça veut dire en gros que la justice va décider de son statut pour la prochaine présidentielle. Soit elle sera coupure de citron, dégagée, soit elle pourra être candidate, à condition de pouvoir faire appel. En d'autres termes, on l'a vu déjà avec François Fillon, la justice s'accorde maintenant le droit de définir, de choisir les candidats à l'élection présidentielle, surtout quand il s'agit des candidats de droite. Gênez-vous. Voilà. Leçon de tout ça. Première leçon, on avait parlé, moi il y a 30 ans, j'ai parlé de la République des juges avec Michel Debré. Il me dit, oh là là, le Conseil constitutionnel, il faut être prudent, la République des juges. Bon, et il faisait allusion à Louis XIV, à Saint-Louis, etc. La République des juges, c'est une crainte, Montesquieu, qui dit, il faut que le pouvoir soit bordé par le pouvoir, surtout le pouvoir des juges. Et Louis XIV, quand il a fait irruption dans le Parlement en 1655, a dit aux parlementaires, vous êtes là pour enregistrer les édits, vous n'êtes pas là pour les faire à ma place. Donc en fait, un juge, c'est quelqu'un qui prend le pouvoir. Or, il n'y a pas de pouvoir judiciaire, en France, il y a une autorité judiciaire, mais ils ont pris le pouvoir, donc la République des juges. Je pense à la phrase de Mitterrand, qui était prophétique, quand il a dit « Les juges ont eu la peau de l'Ancien Régime, ils auront la peau du Nouveau ». Ben ça y est, on y est. Mais je vais plus loin. Je vais raconter une anecdote qui m'est revenue tout à l'heure en parlant avec le grand magistrat Georges Fenech. Je lui ai dit ceci. Un jour, alors que je me battais sur l'affaire Urbain contre la corruption des socialistes, je suis allé voir Marie-France Garot pour prendre conseil. Et elle me dit, qu'est-ce que vous allez faire ? Je dis, je vais déposer une proposition de loi pour couper le cordon entre le parquet et le pouvoir politique. Et elle m'a dit, ne faites pas ça, malheureux. Elle s'est levée, elle a bondi, elle a dit, ne faites jamais ça. Parce que le jour où vous aurez un parquet autonome, vous aurez une toupie magistrale qui tournera sur elle-même et qui n'aura qu'une seule pensée, se précipiter sur les hommes politiques pour se venger de ne pas avoir le pouvoir. Méfiez-vous de la toge. Voilà. Et donc, voilà, on a coupé le cordon. Parce que quand il y avait le cordon, le parquet, il y avait une politique pénale. Et la politique pénale, elle dépend du pouvoir politique. C'est-à-dire qu'il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et l'autorité judiciaire. Et la vocation de l'autorité judiciaire, c'était d'appliquer les lois.
Bon. Alors, qui sont les gens qui ont fait cette loi sur l'exécution provisoire? Qui sont ces imbéciles, ces incultes, députés de la nation qui ont fait le beau en expliquant qu'il fallait donner plus de pouvoir à la magistrature? Est-ce qu'ils n'ont pas vu qu'il y a un énorme problème aujourd'hui de formation des magistrats? Les magistrats aujourd'hui, pour 30% d'entre eux, ils dépendent du syndicat de la magistrature. Et donc, en fait, ils sont dans l'inversion victimaire. C'est la victime qui est coupable, parce que la victime, c'est la société, et c'est le délinquant qui doit être protégé. Voilà. D'où pas de prison, etc. Enfin, on est dans tout ça. Vous voyez, et donc là, aujourd'hui, je me dis, mais qui demain va faire de la politique? Parce que ils trouveront toujours sur n'importe qui de quoi ternir l'image de quiconque. Vous voyez, c'est une machine. Il faut toujours se méfier des juristes. Royer Collard disait, les révolutions commencent toujours avec les juristes, ça se termine toujours sans eux. Les juristes, regardez, la révolution, c'était des juristes. Ça, vous avez vu la guillotine. Ils sont envoyés à la guillotine juridiquement, vous voyez. Voilà. Les juristes, moi, c'est moi qui commande à mon notaire, c'est pas le notaire qui me commande. Un juriste, il doit obéir. Et on obéit aux lois, et c'est en Grèce, à Athènes, c'est la boulée qui fait les lois. Même pas l'agora. Vous avez parlé du syndicat de la magistrature qui représente 30% des syndicats des magistrats syndiqués, pardon. Vous étiez sur le fameux mur des pardonnez-moi de l'expression, mais c'est comme ça que c'était appelé par le syndicat de la magistrature, le mur des cons. Oui. Et vous aviez finalement un échange avec ces syndicats qui... Non, jamais d'échange, Dieu merci. Et tant mieux pour moi, parce que ça a évité la diffamation.